pas de transmettre une connaissance, de viser une érudition de la part de l'élève, de le faire répéter, de le faire apprendre vraiment les données concrètes que l'on veut lui transmettre, mais de travailler sa conscience critique. Sauf que concrètement, l'éducation actuelle ne fonctionne pas du tout sur ce modèle-là. On est encore aujourd'hui, avec le système des notes, avec le système d'évaluation, avec le système de tri, etc., dans une conception bancaire de l'éducation. J'ai analysé dans mon livre Mai 68, La philosophie dans la rue, toute la révolution éducative qui était en chantier en 68, qui a été totalement sabordée par la suite. Souvent on critique Mai 68 en disant que Mai 68 a tué l'école, etc. Je montre dans mon livre, je démontre qu'au contraire, tout ce qui a été dit n'a pas été appliqué. C'est peut-être pour ça que l'éducation est malade aujourd'hui. Au bout du compte, on a totalement restauré l'idée d'une éducation qui à sens unique et qui consiste à ne pas, en tant que maître, être éduqué aussi un tant soit peu par ses élèves. Or, vraisemblablement, avec Internet, avec ce nouveau paradigme-là, on a l'idée qu'on ne peut pas être une source unique du savoir, de celui qui donne le savoir, dispensateur de savoir, mais qu'au contraire, on a toujours un dialogue. C'est vraiment l'idée du dialogue incessant, où le savoir se constitue dans le dialogue, même si l'autre en face est plus ignorant que soi-même, même si l'autre en face ne connaît pas tout ce que l'on connaît. Au bout du compte, dans cette mutation du savoir, on a l'idée que la philosophie, dans son acte même de quête assoiffée de la connaissance, je rappelle que la philosophie, c'est une quête qui n'a pas son objet. Ce n'est pas celui qui aime le savoir parce qu'il le possède. C'est celui qui court après, comme un amoureux court après sa promise, ou en tout cas la femme qu'il convoite, parce qu'il a soif, il a faim, et il est dans une logique. Le mot est un gros mot en parlant d'éducation parfois, mais pour moi c'est un mot essentiel, une logique de désir. J'entends par éducation complice une éducation qui ne ferait pas du professeur le centre du système éducatif, mais qui ne ferait pas non plus de l'élève le centre du système éducatif, ou le centre de l'acte d'apprendre. On peut sortir aussi de la relation prof-élève et voir la relation d'un parent avec son enfant, la relation d'un ami avec un autre ami. Encore une fois, ça s'applique à toute forme de transmission de connaissances. Donc c'est une éducation qui insiste non pas sur un pôle de l'éducation ou l'autre, celui qui sait, celui qui ne sait pas, mais sur la relation qui unit ces deux pôles. Je fais de la complicité la matrice même de tout acte éducatif, quel qu'il soit, enfant, parent, professeur. À chaque fois que l'on apprend à quelqu'un quelque chose, on crée un lien d'amitié. Le fait même d'apprendre à quelqu'un, dans les règles de l'art que je vais essayer de vous dessiner dans ce qui vient, c'est créer forcément un moment de complicité, un moment d'amitié. Un événement philosophique, c'est quand vous apprenez quelque chose à quelqu'un qui ne connaît pas la chose que vous allez lui apprendre et vous lui apprenez. Cet événement a presque quelque chose de physique, une inscription dans le réel, à savoir, et tous les professeurs le savent, des yeux qui brillent. Ça passe par là. C'est-à-dire tout d'un coup, le regard de l'élève va tout d'un coup s'illuminer. C'est-à-dire qu'il y a une transmission d'énergie au-delà de la transmission de connaissances, au-delà de la transmission d'informations. Il y a une transmission énergétique, certains diraient affective, mais ça me va tout à fait, l'énergie, l'affect, pour moi, sont des synonymes. La complicité, c'est être dans les plis de l'autre. Complica, plica en latin, c'est le pli. Complicité, c'est avec les plis de l'autre, dans les plis de l'autre. On est vraiment dans le mélange déjà. Une percolation de toi dans moi et de moi dans toi. On vit des moments intenses, on partage de l'émotion, et au bout du compte, tu fais un peu partie de moi, une partie de toi entre en moi, et une partie de moi entre en toi. Mais j'insiste bien sur l'alternance entre fusion et dissociation. La complicité, c'est justement le mot qui me permet d'expliquer ce que produit le mélange. Que produit le fait de se mélanger, d'avoir des moments de fusion et des moments de dissociation? Ça produit une chose absolument immatérielle, mais absolument vitale pour nos existences, ça produit de la complicité. C'est-à-dire une relation humaine où il y a une sorte d'interdépendance affective, plus ou moins forte, plus ou moins dans la respiration ou dans la liberté, mais il y a quelque chose qui nous unit, et c'est ce que j'appelle la complicité. C'est de l'amour, on pourrait dire au sens général du terme, de l'amitié, c'est en tout cas être impliqué dans la vie de l'autre, à savoir que ses bonheurs seront mes bonheurs, ses malheurs me feront souffrir, sa présence va me combler, sa simple présence sera fêtée par tout mon être, il y aura une sorte de joie à l'accueillir visuellement, tactilement, et son absence créera un manque, plus ou moins tolérable d'ailleurs, mais un manque. Il n'est pas là, elle n'est pas là, mon complice me manque. Voilà. C'est ces quatre choses qui définissent l'amour au sens général.
Le bonheur de l'autre fait mon bonheur, le malheur de l'autre fait mon malheur. Là, sa présence me comble et son absence me creuse. La complicité, c'est donc un lien extrêmement humain, extrêmement affectif, et je dirais même c'est l'essentiel de nos vies dans ce qu'elles peuvent avoir d'enthousiasmant et d'électrisant. Alors, l'éducation complice, c'est l'idée qu'il y a un échange humain avant un échange de savoir, avant un échange de connaissances. Donc il y a d'abord une parcelle d'échange humain qui aujourd'hui est totalement mise en dessous de toutes les normes à avoir et de tous les actes à avoir dans l'acte éducatif. On est complètement dans une sorte d'hygiénisme affectif, hygiénisme affectif total, où finalement on est là dans de la performance. Mais je dirais même dans nos amitiés, dans nos amours, on est toujours sommé d'apprendre des performances. On est dans un culte de la performance. On en souffre tous, je pense. Et je pense qu'au rang de au rang des mots MAUX qui causent autant de dépression nourrie et sauvée à coups d'antidépresseurs, en France notamment, je pense qu'il y a ce culte de la performance. Ce culte de la performance, c'est une allergie au désir. La performance, c'est l'abolition du désir. La performance, c'est la jouissance tout de suite. C'est le résultat tout de suite. Et quand il n'est pas tout de suite, on sent une démangeaison très, très, très douloureuse à vivre. On aimerait tant que ça soit immédiat. Parfois, ça ne peut pas l'être, mais en tout cas, ça doit être le plus vite possible. Donc, le culte de la performance va avec le culte de la vitesse, de l'efficacité. Nous avons totalement oublié et nous avons presque ringardisé la logique du désir et nous avons oublié ce que désirer veut dire. C'est-à-dire tendre vers un but, non pas pour avoir le but, peut-être pour avoir le but ardemment, mais prendre du plaisir à se diriger vers le but. Toutes les sagesses millénaires disent que le principal, ce n'est pas le but, mais le chemin. Vous connaissez tout cet aphorisme qu'on retrouve en Afrique ou en Inde. Le but, c'est le chemin. Et bien, le désir, c'est l'expérience savoureuse de ce chemin-là. Alors que la jouissance telle que je l'entends, c'est l'obtention du désir, c'est l'aboutissement. L'aboutissement. Or, aujourd'hui, nous voulons aboutir en tout et pour tout. Tout de suite, le résultat, c'est ce que j'appelle la performance. La performance, c'est l'abolition du désir. Il n'y a plus de chemin, il n'y a que l'objectif à atteindre. Et donc, on est dans une logique de victoire à avoir. On est dans une logique de gagnant. On est dans une logique d'obtention. On est dans l'avoir. Ce qui est très intéressant, c'est que si la complicité, la gourmandise de la connaissance, telle que je définis l'acte éducatif, donner envie de la connaissance, partir d'une expérience humaine, créer un moment de complicité dans l'acte de faire cours ou de transmettre le savoir, c'est justement cette expérience du désir, il faut que le chemin soit savoureux. La complicité, ce n'est pas du tout cette performance hygiénique, cet autisme communautaire où finalement nous sommes tous derrière des écrans et finalement le contact avec l'autre n'existe pas, c'est au contraire la complicité, l'implication en autre. Alors là, vraiment, je reprends ma théorie du mélange, l'idée qu'on se mélange. Et que d'ailleurs, que les grands professeurs qu'on a eus, qu'ils soient à l'école ou qu'ils soient de nos vies, les professeurs de vie, ce sont des gens qui font partie de nous, La plaie aujourd'hui de l'école, c'est le bavardage. Bon, faisons du bavardage l'énergie motrice de l'école. J'ai remarqué aussi qu'il y avait un immense plaisir. Alors, aujourd'hui, c'est les jeux vidéo. Ils peuvent passer des heures et des heures à jouer aux jeux vidéo. Mais avant, dans les années 80, c'était le jeu de rôle. Vous savez, les jeux de rôle, Donjons et Dragons, Tolkien, tous ces mondes un peu fantastiques. Et j'ai observé comment ils jouaient aux jeux de rôle, et c'est très intéressant. Ce qui est très intéressant dans le jeu de rôle, première chose, c'est une séparation des rôles. Il n'y a pas de jeu possible sans maître du jeu et sans joueur. Autre chose très intéressante du jeu de rôle, c'est la passion que peuvent mettre des jeunes là-dedans. Ils peuvent lire des livres entiers, des encyclopédies entières sur le monde qu'ils vont parcourir. C'est une passion vertigineuse. Ils connaissent tout du monde qu'ils vont investir. Ils se passionnent. Nous avons des jeunes qui passent leur énergie, leur temps à lire des livres, à s'intéresser à un domaine précis, à vouloir tout connaître du domaine. C'est quand même assez intéressant. Quand on parle d'éducation, ça fait réfléchir. Et la troisième chose très intéressante, c'est cette liberté totale. Ce sentiment qu'on va vivre une aventure. Et pourtant, nous sommes tous autour d'une table en train de jouer, en jouant un peu au dé, et c'est un jeu, ça reste un jeu, il ne se passe pas grand-chose, on n'est pas le chevalier ou la princesse, on est juste là, et par la force de l'imagination, par la complicité qui est mise en chantier, et par l'univers qui est décrit, on a véritablement, pour le jeune, en tout cas pour les joueurs, l'impression de traverser des mondes, de vivre une aventure passionnante, qui passe donc uniquement par l'intellect, par la tête. C'est quelque chose qui ne se passe que dans la tête. Nous avons une sorte de technologie éducative extraordinaire. Et si on appliquait ces trois procédés
dans l'acte éducatif d'aujourd'hui. Qu'est-ce que enseigner? Qu'est-ce que se poser comme maître du jeu? Déjà, ce que l'on veut transmettre, le transmettre sous le mode exclusif de l'aventure, à savoir l'imprévisibilité. Si tout est prévisible, il n'y a pas d'aventure. Si on est à l'étape 2 sur 55 et qu'il faut arriver à l'étape 55 sur 55, il n'y a absolument pas d'aventure. Donc il y a l'idée d'imprévisibilité, donc d'improvisation. Improvisation. Et là, on est dans la complicité, à savoir que ce que l'autre va dire va transformer ce que je veux lui apprendre. Nous sommes dans le dialogue. Si j'ai l'impression que l'autre, celui qui veut m'apprendre quelque chose, va me poser des questions, mais il a déjà la réponse, nous ne sommes pas dans l'aventure, nous sommes dans le QCM. Nous sommes dans le test d'évaluation, nous sommes dans la performance. Le plaisir doit être dans l'acte même de l'apprentissage. Tous ceux que j'ai interrogés, et quand j'ai aussi lu beaucoup de témoignages, on dit « j'ai eu un professeur extraordinaire », c'était que justement il présentait sa discipline comme un univers, exactement comme le jeu de rôle, un univers à parcourir, un univers sans fin mais tout de même un peu cloisonné, avec des règles propres, avec une logique propre, que ce soit dans les mathématiques, que ce soit dans l'histoire, il y a une logique propre à l'univers, et l'idée que je vais circuler librement dans cet univers. J'insiste sur cette idée de circulation libre. Et puis, dans le jeu de rôle, il y a le maître du jeu. Je suis évidemment à l'opposé de considérer le maître comme une sorte d'élève, ou d'élève un peu plus dégourdi. Nous sommes vraiment en présence d'un maître du jeu, et là on ne parle même plus d'apprenant, d'appreneur, d'élève, vous savez, tout ce jargon. Là, on parle, et là le mot peut faire bondir, on parle de joueur. L'élève est un joueur. L'élève est un joueur de jeu de rôle, hein. Un joueur qui modifie par ses interventions cela même qu'il parcourt. Un joueur qui vit une aventure. On est vraiment dans l'idée d'une interaction, et on est vraiment dans l'idée d'un savoir, de ce savoir mutant dont je vous parlais au début, un savoir qui s'élabore en complicité avec l'autre. Aujourd'hui, qu'avons-nous? Nous avons l'idée de la performance qui règne, avec cette logique du bachotage généralisé. Au bout du compte, apprendre, c'est bachoter. Quand vous réalisez bien les conditions qui sont mises en place pour apprendre, c'est s'y prendre au dernier moment, c'est bachoter, surfer vite fait, apprendre vite fait des trucs et les oublier le lendemain une fois que l'examen est passé. Nous sommes aussi dans la logique, à cause de la performance, la logique du surmenage. On n'a jamais autant harcelé les élèves. C'est hallucinant, à tel point qu'il y a des pathologies scolaires qui naissent aujourd'hui en France. Des élèves qui ont une phobie de l'école. On appelle ça des phobies scolaires. C'est le terme désigné. Je ne parle même pas des cartables de 10 kilos. C'est Philippe Arquès, professeur des universités, très intéressant, qui a écrit un magnifique livre qui s'appelle Le harcèlement dans l'enseignement. Il dénombre les actes de violence faits à l'égard des élèves. Et il sort complètement de cette idéologie qui consiste à dire on n'apprend pas sans contrainte. Vous savez, l'effort est formateur, il faut être dans la contrainte, s'efforcer, dans une sorte de morale ascétique pour pouvoir apprendre. Lui, il sort de ça, il dit il y a des actes de violence faits à l'égard des élèves, il les cite, dramatiser la moindre faute, interroger méchamment, interroger sans prévenir, angoisse de l'inconnu, poser toujours la même question, angoisse de la répétition, mettre systématiquement 0 ou une mauvaise note, pénaliser ceux qui ignorent la réponse, donc angoisse de la sanction, et angoisse de l'impossible, poser des questions impossibles. Nous sommes dans une éducation qui est tout sauf complice. Comment la qualifier? J'aimerais vous parler d'une éducation qui serait déchirante. L'opposé de la complicité peut être la déchirure. La complicité, on va tisser avec l'autre, se mélanger, tisser la même toile, et dans la déchirure, on a véritablement cette idée d'une séparation, de quelque chose qui s'inscrit dans l'inimité, dans la violence, et que finalement l'acte d'apprendre est un acte qui subit des sanctions, qui subit des évaluations et qui subit aussi un tri, vous savez bien, un tri véritable. Albert Thierry. Voilà le constat qu'il fait de l'éducation, de la façon d'éduquer en 1908. Souffrir, faire souffrir, tel était le rythme. Souffrir, faire souffrir. On est dans cette logique de la performance et donc du harcèlement. Souffrir, faire souffrir, tel était le rythme. Il parle de l'éducation déchirante et il parle ensuite de sa relation généreuse avec les élèves. Ils me possèdent, je les possède. Je leur ai donné ma jeunesse, les livres lus, les pensées bondissantes. Et bien sûr, il a affaire à des élèves qui sont exactement comme les élèves de tout temps, irrespectueux, sans pitié quand il y a le faible, bavardant, faisant les cancres, etc. Et ce qui est très intéressant, et voilà pourquoi il se pose complice, donc on comprend bien complice, c'est-à-dire formant une alliance avec les élèves, entrant dans une corrélation, une relation avec les élèves,
qui permettent de se dire que si l'élève échoue, j'échoue un peu moi-même. Et si l'élève réussit, je réussis un peu moi-même. C'est ça la vraie complicité. Et donc il dit, je veux que leur irrespect sans pitié soit salutaire. Leur irrespect, leur irrévérence soit salutaire. Sans lui, sans cet irrespect, premier élan de la critique, ils admettraient, ils imiteraient tout. Il fait de l'irrespect des élèves, de l'irrévérence, non seulement le moteur de sa pédagogie, mais également la première germe, la première graine de la conscience critique. Or, il semble que leur fonction soit de renouveler le monde. Je trouve que c'est les plus beaux mots que j'ai lus en matière de pédagogie. La fonction des élèves est de renouveler le monde. Je pense que le principe même de l'éducation complice, de cette complicité que l'on peut nouer avec les élèves, à quoi ça sert ? Ça sert à deux choses. Ça sert à apprendre aux élèves à désobéir. Le but de l'éducation, selon moi, c'est d'apprendre la désobéissance aux élèves. Alors, il ne s'agit pas de faire les chenapans en cours, de jeter leur chewing-gum sur les cheveux des professeurs et de casser tout dans l'école. Ce n'est pas cette désobéissance-là. C'est la capacité, ce que j'entends par désobéissance, de dire non, mais un non intelligent, un non pensé. Et j'insiste bien sur la capacité du non. Le oui m'importe que s'il est capable de dire non. Le oui m'importe que s'il n'est pas un suivisme, que si ce n'est pas un oui qui est un oui d'éléments de fusion collective, car ce oui-là est dangereux. Le oui ou le non que l'élève doit être capable de formuler, c'est un non de celui qui a pu désobéir à l'autorité. C'est ça que j'appelle désobéir. Et l'autorité, ce n'est pas forcément le professeur, certainement pas. Et je dirais que c'est même impossible de désobéir à son complice. Si le professeur se pose comme maître du jeu, et si l'élève est un joueur, il ne s'agit pas de désobéir au maître du jeu, sans quoi le jeu s'arrête. Cette désobéissance porte à d'autres formes d'autorité qui sont des autorités instituées, décidées un jour par l'histoire, par le processus d'évolution du savoir, et oubliées en tant qu'institution, prises comme des mythes, prises comme des vérités absolues. Il faut absolument que notre démocratie produise ce citoyen-là. Ce citoyen qui est capable de dire non, mais un non fécond, un non qui renvoie à l'autorité la nécessité de se légitimer. Que quand elle me dit « tu dois », je sache pourquoi je dois, qu'elle m'explique en quoi je dois. Une autorité qui s'explique, c'est d'abord une autorité qui est rejetée dans son principe même d'autorité. Je te dis non, et ensuite je vois qu'est-ce que tu vas me répondre. Est-ce un coup de matraque que je vais recevoir en disant non ? Une sanction punitive ? Ou est-ce au contraire une argumentation qui pourra me convaincre ? Et du coup, si je dis oui après mon non, si j'obéis après avoir désobéi, c'est plus de l'obéissance précisément, c'est de l'acceptation dans le jugement critique. Aujourd'hui, il faut que la philosophie, dans sa capacité à questionner, à avoir des questions insatiables, qu'aucune réponse ne satisfait vraiment, dans cette idée qu'aucune curiosité ne doit être restée en suspens. Toute curiosité doit lancer le désir, relancer le désir, la soif de comprendre, la soif de connaître. La philosophie dans sa capacité du doute, de remettre en question les vérités que les pages d'Internet nous assènent, ou que les professeurs ou que les autorités nous assènent. La force du point d'interrogation, là où on nous dit des points d'exclamation. Cette philosophie-là va être, selon moi, la nouvelle matrice de l'apprentissage au temps d'Internet. Et en ce sens, c'est pour ça que j'invite tous les professeurs à l'école à devenir des philosophes, en ce sens-là. Et en tout cas, j'invite tout acte éducatif à être coloré par cette modestie de la philosophie qui consiste à dire « je t'apprends quelque chose, mais ce que je t'apprends aussi, d'abord, c'est la liberté, c'est plus de liberté, et cette capacité féconde, absolument nécessaire en démocratie, de pouvoir dire non. »